Bonjour, bonjour, bienvenue à tout le monde sur ce nouveau direct organisé par Miroir Social en partenariat avec le cabinet Syndex. Bienvenue à tout le monde pour ce nouveau direct sur le sujet de la RSE, de la durabilité et du reporting réglementaire que produisent les directions. De plus en plus de directions sont concernées pour produire un réglementaire extra-financier. Qui aborde à la fois tant le volet social qu'environnemental, gouvernance. Ça a une dimension publique, ce sont des productions qui sont analysées par les investisseurs, par les organisations non gouvernementales, par un certain nombre d'acteurs externes, et des documents publics produits par les directions. Et le sujet de ce matin, qui est donc porté par Syndex, c'est de voir le rôle qu'ont les élus, syndicats et CSE, pour s'approprier et regarder la matière première que représentent ces productions réglementaires sous forme de rapports de durabilité, rapports RSE ou des éléments extra-financiers qu'on retrouve dans les documents d'enregistrement universel des entreprises, autant d'éléments qui vont nourrir les assemblées générales des actionnaires, qui passent dans les mains du conseil d'administration des entreprises, donc des éléments qui sont des points d'appui. C'est le postulat qu'on prend ce matin avec Aurore Dufaux, qui est donc, tu es consultante RSE chez Syndex, et on part du postulat que c'est un levier, ces rapports, ces contenus, ce sont des leviers sur lesquels les élus peuvent s'appuyer pour challenger, on va dire tirer vers le haut les ambitions de la direction et pas se contenter du storytelling, entre guillemets, de l'histoire que raconte, parce qu'un rapport raconte une histoire, et donc les syndicats et les représentants des salariés ont le droit aussi de raconter la leur en rebond par rapport à celles qui sont amenées à lire quand la direction produit ses rapports. Je vais pas être plus long, vous êtes nombreux dans la salle, n'hésitez pas à rebondir. On va vous proposer un sondage avec 3 petites questions qui vont permettre un peu de vous positionner pour voir dans quelle mesure ces rapports, ces contenus, ces éléments de communication extra-financiers sont des leviers pour vous et qu'est-ce que vous en faites. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur les témoignages des élus qui vont intervenir ce matin et qui vont nous partager leur retour. Donc, moi, je suis Rodolphe Henarlet, je vais avoir le plaisir d'animer cette matinée. Donc, nos intervenants, donc Aurore, merci à toi de représenter Syndex, de porter la démarche sur ce sujet-là. Joël Bréau, toi, tu es délégué syndical CGT chez Merlin-Gérin, dans une usine de Merlin-Gérin qui fait partie du groupe Schneider Electric. Et ça va être intéressant de t'entendre sur le décalage entre la communication locale et la communication d'un groupe comme Schneider Electric sur ses engagements en termes de durabilité, à l'épreuve des faits du local. Valérie Delacour, toi, tu es coordinatrice CFDT pour Crédit Agricole Groupe SA. Donc, c'est la moitié de l'entité Crédit Agricole, si je me souviens bien de notre échange quand on avait cadré. Et donc, c'est 75 000 salariés. Et toi, tu vas nous expliquer comment l'objectif du CSE que tu représentes, c'est de produire un avis du CSE sur le rapport de durabilité que produit, le document extra-financier que produit la direction du Crédit Agricole Group et un avis opposable avec toute la valeur que ça a. Bruno Henry, toi tu es représentant, tu es le responsable du SICTAM UNSA, excuse-moi, chez Total Energy. Donc, tu vas nous expliquer, il y a une certaine maturité sur l'exercice de reporting extra-financier chez Total Energy, du moins de ton côté, pour l'appréhender, pour le détricoter et pour en pointer les biais potentiels. Et Grégoire Coustet, alors, j'espère que... Est-ce qu'on t'entend, Grégoire? Non. Alors, vous voyez, Grégoire... Bon, on a un problème avec Grégoire. Bon, je vais parler pour Grégoire. Alors, j'espère que vraiment Grégoire va nous rejoindre parce que Grégoire, alors, on fait un pas de côté parce que Grégoire est le secrétaire général, délégué général, excuse-moi, du FIR, du Forum pour l'investissement responsable, qui est une association qui existe depuis près de 20 ans et qui vise qui organise par exemple la semaine de la finance responsable, c'est bien ça, et qui prône les trajectoires responsables des entreprises et qui les met à l'épreuve, on va dire, par exemple, d'un exercice, le FIR chaque année
pose des questions aux entreprises du CAC 40 sur leur politique sociale, leur politique environnementale, leur gouvernance, et pose des questions. Et les réponses sont publiques. Et je vous montrerai, Grégoire, ça serait bien que tu en parles en première main. Et j'espère que vraiment tu puisses le faire quand ton tour viendra. Entendu. Écoutez, j'espère que tout se passe bien dans le chat, que vous nous entendez bien et que on va pouvoir commencer. Donc, Aurore, à toi la parole. Et alors, on n'a pas de, je vous préviens tout de suite, il n'y aura pas de slide. Hein. Par contre, il y aura pas mal de ressources, notamment produites par Syndex, que je vais vous pousser au fil des interventions. Donc, écoutez, on est vraiment dans une logique d'échange, hein, et donc il n'y a pas de recette miracle. Et donc, on va avancer en marchant sur un sujet d'ailleurs où je rebondis et après j'arrête mes apartés, mais j'ai été présent il y a quelques semaines à une rencontre organisée par le FIR justement, où il y avait un professeur qui expliquait comme quoi le social bashing, le greenwashing faisait quelque part partie d'un processus naturel de maturation pour pouvoir arriver à une objectivation un peu plus saillante des éléments extra-financiers. Et écoute, sur ces mots-là, Aurore, je te lance la parole, je te laisse la parole. Et avec simplement le point de départ que je te lance, c'est en cadrer l'entretien qu'on a eu pour appréhender la démarche que vous avez, c'est que tu me dis, c'est pas tant que le sujet est complexe de la RSE, de la durabilité, c'est qu'il est multiforme, il y a plein d'informations qui viennent dans tous les sens, et c'est par quel bout on le prend. À toi la parole. Merci Rodolphe, c'est vrai que le sujet est compliqué. Il y a beaucoup de dimensions en fait dans ces rapports extra-financiers. Si on regarde un peu les thèmes qui sont prévus dans le nouveau rapport de durabilité avec la CSRD, on a 5 thèmes environnementaux. Donc on a des sujets sur le changement climatique, sur la pollution, sur les ressources en eau, sur la biodiversité, sur l'économie circulaire. Donc on voit déjà qu'on peut aller se perdre dans de nombreux sujets, dans de nombreuses technicités. Il y a aussi toutes les rubriques sociales qui concernent à la fois les effectifs de l'entreprise, mais aussi la chaîne de valeur, les communautés touchées, les consommateurs. Et on va sur tous les thèmes, conditions de travail, salaire, santé, sécurité, égalité pro. Et puis, il y a aussi les sujets en lien avec la gouvernance. Donc, on peut en effet se perdre dans cette complexité. Et il y a le risque aussi pour certains élus de se sentir peu légitimes, en fait, du coup, à aller sur ces thèmes-là parce qu'ils ne se sentent pas forcément pertinents, outillés. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Après, c'est des sujets sur lesquels il y a un enjeu à se former pour débroussailler. Et puis, ce qui est important, c'est que c'est des sujets sur lesquels, de ce que nous, on peut voir, il y a un enjeu majeur en fait pour les CSE à s'en saisir et pour les représentants des salariés, qu'ils soient CSE ou syndicats. C'est vraiment de pouvoir ouvrir le dialogue sur les moyens de la transition et sur les impacts pour les salariés. Et ça, c'est des fils à tirer. C'est-à-dire que dans le rapport qui est complexe, où il y a beaucoup parfois beaucoup de qualitatifs et comme tu dis, d'histoires racontées. Il y a aussi des enjeux autour des stratégies qui vont être choisies, des plans d'action qui vont être mis en place. Et c'est là que c'est intéressant pour les représentants des salariés d'aller sur ces sujets pour rendre plus clair et pour aller tirer le fil vraiment des impacts de ces mesures et de ces plans d'action sur les conditions de travail, sur l'emploi, sur l'évolution des compétences. Et ça, c'est des sujets qui sont parfois un peu, pas forcément explicites dans les rapports, mais c'est en partant des données des rapports qu'on peut réussir à amener ces échanges-là en CSE. Et là, ça devient très intéressant. Ok. D'ailleurs, justement, quand vous travaillez sur les rapports, quel est l'objectif en fait? C'est quoi l'apport d'un cabinet extérieur, le regard extérieur sur un rapport? En quoi ça vous permet de permettre d'identifier les questions à poser en CSE, quoi? Alors, c'est vrai que les rapports de durabilité, c'est des sujets c'est des documents qu'on utilise de façon approfondie dans nos expertises, aussi bien d'ailleurs en lien avec la situation économique et financière, avec la politique sociale ou avec les orientations stratégiques. Il y a vraiment toutes ces facettes-là qui peuvent être utiles. Et en fait, la loi climat et résilience d'août 2021, elle a élargi les prérogatives du CSE sur les sujets environnementaux et aussi elle a élargi l'expertise qui englobe déjà désormais non seulement les thèmes
économiques, sociaux et stratégiques, mais aussi les enjeux environnementaux. Et donc, dans nos démarches à nous, c'est vraiment un élément qui fait partie du diagnostic. C'est un élément constitutif, en fait, du diagnostic sur la santé de l'entreprise, sur sa maturité, sur les enjeux qu'il peut y avoir au niveau économique et social. Et quand on intervient dans nos expertises, en fait, on passe en revue en détail les différents sujets abordés, les différentes actions prévues par l'entreprise, les différentes stratégies, à la fois pour essayer de qualifier la maturité de ces stratégies et puis pour voir dans quelle mesure elles vont avoir des incidences sur l'organisation du travail, sur les conséquences, sur les compétences, sur les conditions de travail. Et c'est ça qu'on va aller creuser. Et un exemple aussi, c'est quand on intervient parfois quand on intervient dans des entreprises qui sont parties elles-mêmes d'un groupe, il n'est pas rare qu'on soit renvoyé au rapport du groupe, hein, qui peut être un rapport assez dense, mais qui est du coup assez large. Et un des enjeux dans ces cas-là, c'est vraiment de ramener l'information au périmètre du CSE et de l'entreprise. Donc, de voir la cohérence entre la présentation qui va être faite au niveau groupe et puis les déclinaisons qui sont faites en local. Et ça, on va bien le voir avec l'exemple de Joël, enfin l'illustration de Joël, ce cas-là. Et alors, fort comment on commence à avoir un peu de recul sur la loi climat et les exigences qu'elle a en termes d'apport d'information des directions sur le volet environnemental, notamment en particulier. Et comment vous, du côté de Syndex, vous percevez la capacité des directions, enfin certains secteurs d'activité ou certaines typologies d'entreprises à monter en compétences au fil de l'eau? Est-ce que vous voyez ce processus à l'œuvre? Oui, tout à fait. Oui, c'est d'ailleurs très intéressant à suivre. La première chose à avoir en tête, c'est quand même qu'il y a vraiment des différences de maturité sectorielle. Il y a des filières qui sont engagées sur ces sujets-là depuis longtemps. On peut penser à l'énergie ou au bâtiment, par exemple, la construction, qui sont des secteurs qui ont intégré ces sujets-là depuis longtemps parce qu'il y a eu des controverses, parce qu'il y a eu besoin de prendre en compte les enjeux sociétaux et environnementaux dans la façon de conduire l'entreprise. Et donc, dans ces secteurs, et ça contraste avec d'autres secteurs, par exemple certains secteurs des services, qui sont en train de se mettre sur le sujet. Et donc, on voit bien qu'on a des différences aussi de formation, en fait, des directions sur le sujet. Et quand un groupe se positionne, commence à faire des déclarations un peu plus précises sur sa stratégie extra-financière, c'est intéressant de voir comment progressivement cette stratégie se décline. Et dans un premier temps, c'est généralement le CODIR Group qui va être vraiment impliqué. Et puis, progressivement, on va voir les directeurs des business units, des entités de terrain qui vont, eux aussi, commencer à se former et recevoir des objectifs. Donc, en tant que CSE, c'est parfois très inconfortable parce qu'on peut avoir un interlocuteur qui, du coup, est lui-même peut former ou peut informer sur le sujet. Donc, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir en tête qu'on est sur des processus d'amélioration continue. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de réponse intéressante ou utile de la part de la direction aux questions posées par le CSE aujourd'hui qu'il faut s'y arrêter là. C'est plutôt d'interroger régulièrement. Les réponses en général changent. Ce qui paraissait un non-sujet devient tout d'un coup un vrai sujet, et puis sur lequel il n'y avait pas de plan d'action, et aujourd'hui on a des investissements, on va avoir des démarches qui se mettent en œuvre, des groupes de travail. Donc c'est vraiment important de s'inscrire sur du temps long, en fait, dans le dialogue social au niveau de ces thèmes-là. Ok, et ça a de quoi rassurer les élus sur le fait qu'ils se sentent pas forcément à l'aise avec le sujet, de savoir que la montée en compétence c'est des deux côtés, quoi. Tout à fait, oui. Ok. Tu vois d'autres points, Aurore, là, avant que je passe la parole à Valérie? Ou tu rebondis? Non, partons sur des exemples. Ok, écoute, on y va, c'est parti. Grégoire, il faut, pendant que je passe la parole à Valérie. Alors, il y a une question déjà qui est tombée sur la CSRD, là.
Bruno, tu réponds, c'est très bien. On va en parler, la CSRD, mais un peu plus tard. Alors, Valérie Delacour, donc toi, tu es coordinatrice CFDT pour Crédit Agricole Group. Et donc, vous, ce qui est intéressant, donc je reviens sur le périmètre, donc c'est le périmètre groupe et SA du Crédit Agricole. Et vous vous êtes posé la question à un moment de dire est-ce que au niveau du CSE, on crée une commission RSE durabilité, ou alors est-ce qu'on crée on l'intègre dans la commission économique, sachant que les moyens étaient à ISO moyen. Quel a été l'arbitrage que vous avez fait et avec quel objectif? Et voilà, si tu peux nous raconter un peu ça concrètement sur comment ça se déroule au niveau de ton CSE. À toi. Oui, alors juste je précise le périmètre parce qu'en fait c'est deux périmètres imbriqués nous concernant. Donc effectivement, moi j'ai le périmètre coordinatrice CFDT sur le groupe Crédit Agricole SA, et là il y a bien les 75 000 salariés que tu évoquais, Rodolphe, mais je suis aussi déléguée syndicale centrale sur Crédit Agricole SA, et Crédit Agricole SA c'est une entité de 2000 collègues qui sont dans l'organe central et donc qui pilotent très largement avec beaucoup d'équipes concernées et même, je dirais, sous pression pour rédiger le fameux rapport extra-financier, mais pour le coup du groupe. Donc, c'est des collègues qui animent des réseaux de référents et d'interlocuteurs dans les 75 000 salariés au global et qui remontent et consolident toutes les données pour pouvoir après rédiger, que ce soit la conformité, le juridique, les risques, enfin toutes les fonctions support qui sont concernées par ce sujet, avec en plus une équipe aujourd'hui de 30 collaborateurs qui sont dans la direction de l'engagement sociétal chez nous. Et la direction de l'engagement sociétal, en fait, elle regroupe ce qu'Aurore évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire tous les différents sujets qui sont maintenant intégrés dans les rapports extra-financiers, comme la biodiversité, les droits humains, enfin tout un tas de sujets qui, pour nous, alors Crédit Agricole, hein, vous imaginez bien, la banque, on se dit mais quel est le rapport avec nos métiers et la biodiversité? Donc on part de très loin, hein, je vous le dis parce que et on se sent, alors je pense autant d'ailleurs les directions que nous élus du CSE, on se sent très démunis par rapport à ces sujets qui sont tout à fait nouveaux. Voilà, donc ça c'était le périmètre, les 75 000 et les 2000 collègues de l'organe central. Et nous, donc on est le CSE de ces 2000 personnes. Donc du coup, on a beaucoup réfléchi et déjà depuis fin 2022, on a lancé la réflexion et on a régulièrement d'ailleurs aussi fait des déclarations en CSE en disant que nous souhaitions faire du climat et de la RSE un objet de dialogue social. Parce qu'on considérait, et on considère toujours aujourd'hui, hein, que on n'y est pas. C'est pas complètement encore dans la plaque. Et on a aussi mené une réflexion lors d'un séminaire interne avec l'appui de Syndex pour justement débattre de comment est-ce qu'on allait s'organiser sur ces sujets-là. Et on avait au départ, en toute transparence, vraiment la volonté de monter une commission dédiée que l'on aurait intitulée RSE et numérique. Parce que dans la banque, on a aussi le sujet de l'IA qui va beaucoup nous impacter. Et donc, on voulait associer ces deux sujets, RSE et IA, dans une commission dédiée, avec des élus dédiés, parce qu'on considère que c'est des nouveaux sujets et qu'il va falloir beaucoup s'investir et se former sur ces sujets-là. Et que les commissions actuelles obligatoires du CSE, alors nous, on a la commission économique et stratégique, la commission politique sociale et la C2S-CT. On considère que ces commissions-là sont déjà bien chargées. Et en fait, après, on a un sujet, on va dire que nécessité fait loi. Aujourd'hui, nous, dans notre CSE, on a 21 titulaires. Et avec nos 3 commissions, on va dire que l'arithmétique est simple. Ça fait 7 élus par commission, parce que 7 fois 3, 21, et que le sujet fonctionne comme ça. Et puis, on a démarré là, depuis début septembre, une renégociation de notre accord dialogue social. Et en préparant la négociation en juin et juillet dernier, on s'est rendu compte que si on voulait créer une 4e commission, on allait devoir réduire
les moyens des commissions actuelles et passer de 7 élus à 5, et que pour faire face à l'ensemble des problématiques qui sont aujourd'hui dans le cadre de la RSE, des rapports extra-financiers qui sont nombreux, on n'y arriverait pas. Du coup, changement d'axe et de réflexion, on s'est dit on va rester sur les 7 élus qui sont et on va donc intégrer à la commission économique et stratégique tous ces nouveaux travaux qui vont arriver, en se disant, parce qu'on l'a déjà fait sur d'autres sujets, qu'on allait lotir les sujets au sein de la commission et donc par binôme spécialiser les sujets, sachant que dans nos commissions, souvent le secrétaire du CSE arrive, donc finalement ça fait 8 personnes dans la commission et on peut avoir 4 binômes et comme ça se répartir le travail. Voilà, je ne sais pas si ça te va. Parfait. Alors, simplement, je me permets, j'ai l'impression que Grégoire, ça va fonctionner. Grégoire, on t'entend ou pas? Peut-être. Yes, super. Bravo. Donc, recoupe ton micro, mais parfait, c'est nickel. On est bien. Alors, Valérie, excuse-moi. Et donc, j'en parlais, j'annonçais un peu la chose avant. Donc, là, vous avez fait le choix de vous organiser avec une commission, enfin, intégrée dans la commission éco, comme tu l'as bien expliqué. Et avec quel objectif? Donc, j'en ai un peu avancé la chose sur en quoi, pour vous, le rapport qui est produit par la direction du Crédit Agricole mérite le fait d'avoir un avis, et à quoi il ressemblerait cet avis potentiellement, et qu'est-ce que vous en feriez? C'est quoi l'objectif là-dessus? Alors, on t'entend plus là. Par contre, là, c'est toi qui as ton micro. Ah, pardon, voilà. Oui, donc nous, en fait, on a plusieurs objectifs. On en a au moins 3. Un premier qui est de sortir des histoires racontées et d'aller vers des choses plus concrètes et factuelles, parce que, enfin voilà, j'ai peut-être pas regardé le rapport que nous avons aujourd'hui, mais il est très très fourni, parce qu'il fait presque 800 pages. Donc c'est tellement énorme d'ailleurs qu'on s'y perd allègrement, et que donc du coup nous on veut vraiment avoir l'occasion de pouvoir extraire les sujets importants et zoomer dessus. Deuxièmement, on trouve ça normal et super important d'y consacrer du temps, parce que comme je disais, on a beaucoup de collègues qui sont concernés par la rédaction de ce rapport extra-financier, et qui sont aussi concernés par le pilotage de tout ça, et qui d'ailleurs pour certains font partie de notre équipe syndicale, et qui s'inquiètent parfois de retard pris sur certains sujets. Enfin voilà, ça nous permet de faire ces allers-retours, de aussi pouvoir intervenir sur justement les conditions de travail de ces collègues qui sont concernés par ces sujets, parce que là par exemple la direction de l'engagement sociétal, elle a doublé ses effectifs l'année dernière, en fin 2023, et l'ensemble des recrutements s'est finalisé entre avril et mai 2024. Donc vous voyez, c'est un nouveau périmètre tout récent, et on ne sait pas, et donc on va rester très attentif à vérifier que les effectifs sont réellement bien adaptés à la montée en gamme de tout ça, sachant que nous, dans le domaine bancaire, on a 2 directives qui nous impactent énormément, qui sont CSRD et CS3D, et qu'il va falloir être au rendez-vous de tout ça. Et puis, en plus, on a comme objectif, au travers de la vie, d'être, très attentif au fait que la stratégie du groupe, parce que quand même, d'avoir monté dans un groupe comme le nôtre une direction des engagements sociétaux, enfin, les termes sont importants et sont assez forts. Ça veut dire que notre groupe a décidé de faire entrer beaucoup d'éthique et d'engagements sociétaux dans ces activités, et donc il faut qu'on vérifie. Enfin voilà, nous on souhaite vérifier que ça se passe réellement comme ça. Voilà, donc ça va être un gros boulot, mais on compte sur Syndex pour nous aider à arriver au bout. En tout cas, c'est super intéressant de t'entendre dire que la vigilance qu'il va y avoir sur l'entité propre des 30 collaborateurs, enfin salariés de l'entité, la direction de l'engagement, sur effectivement les coordonnées, enfin que ça se passe plutôt bien au niveau de cette direction-là en termes de charge de travail, etc., et d'indicateurs RSE, quoi, en premier lieu. Ok. Petit rebond, indépendamment de cet objectif-là, à moins que tu m'expliquais quand on a cadré que la direction avait accepté en anticipation de la contrainte qui allait arriver en 2027 d'impliquer les élus
dans la constitution du plan de vigilance. Ça, tu fais le lien avec ce dont tu viens parler précédemment. C'est quoi le lien? Alors, la même logique. Oui, alors ça c'est quelque chose que nous on réclame depuis 2019, parce que la loi Sapin 2 date de mars, début 2017, et que depuis ce temps-là, normalement, les représentants du personnel doivent être associés à la construction du plan de vigilance. Alors c'était dit de façon peut-être pas très très clair dans le texte de loi français, mais là ça vient d'être complété par la fameuse CS3D, la directive qui est consacrée à ce devoir de vigilance. Donc un grand groupe comme le nôtre, parce que Crédit Agricole, en fait, vous avez quand même, alors si je pars sur notre périmètre, 75 000 salariés, on a 40% de l'effectif qui bosse à l'international. Si on revient sur les 150 000 salariés, on est plutôt sur 25% à l'international, mais enfin on est présent quand même dans 46 pays. Et bon, ça implique du coup une vigilance importante par rapport à tout ce qui est respect des droits humains, respect aussi des droits syndicaux, etc., etc. C'est pas du tout équivalent d'un pays à l'autre. Et donc nous, on a, alors on a déjà commencé, on a une direction aussi dans cet organe central, la direction des achats groupes, qui travaille depuis déjà plusieurs années à construire un plan de vigilance pour surtout vérifier les relations avec nos fournisseurs. Mais tout ça a été fait, comment dire, de façon, en tout cas pour nous, représentants de personnel, de façon assez opaque par les collègues concernés par le sujet, et on n'était jamais associés. Et là, on vient d'avoir gain de cause. On a eu notre première réunion le 8 octobre dernier, où la direction, en fait, mensuellement, va nous associer. Alors pour l'instant, on est de périmètre groupe, donc il y a 5 organisations syndicales, des binômes pour les 5 organisations syndicales qui tous les mois discutent avec la fameuse directrice ESG qui est justement dans la direction des engagements sociétaux et qui a une personne dédiée au pilotage du plan de vigilance, et on va être donc tous les mois en co-construction sur ce sujet. Donc pour nous, c'est une très très belle avancée. D'autant plus belle avancée que finalement on démarre tout de suite, et donc les élus vont monter en compétence aussi du coup sur le sujet, alors que la directive devrait être transposée en droit français seulement normalement, enfin au plus tard en 2027. Donc là on démarre fin 2024, ce qui fait qu'on va avoir une trajectoire qui va nous permettre de rentrer dans les sujets, de monter en compétence, et pour le coup en 2027, là on devra rendre, je pense, un avis sur le plan de vigilance du groupe avant même sa publication, ce qui fait que là on devrait être en capacité, alors on ne sait pas encore dans quelle instance on rendra l'avis parce que c'est compliqué au niveau groupe de le cranter, mais on a au moins 2 ans devant nous pour y réfléchir, et puis pour vraiment affiner les choses et être au rendez-vous donc de cette émission d'avis qu'on aura à rendre en 2027. Voilà, donc nous c'était la belle surprise de la rentrée pour l'ensemble des équipes syndicales de notre périmètre, c'est de savoir qu'on allait pouvoir enclencher nos travaux sur ce sujet-là et puis y aller, on va dire, assez confortablement avec la durée qui nous est offerte. Super. Merci beaucoup Valérie pour cet éclairage très concret, excusez-moi, et qui ouvre des voies qui montrent qu'on peut avancer, qu'il y a vraiment on peut se donner des objectifs et bâtir des plans d'action là-dessus. Et donc, c'est à suivre et tu auras l'occasion de réintervenir, n'hésite pas. Je vais passer donc la parole. Alors, faisons un petit tour sur le sondage. Donc, n'hésitez pas à voter parce que pour l'instant, on peut faire mieux en termes de participation pour que ça n'a qu'une prétention à la représentativité, quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, pour l'instant, les résultats des courses. Avez-vous déjà parlé environnement ou RSE en CSE? Vous êtes 83% à dire oui. Considérez-vous qu'une commission durabilité soit nécessaire pour que le CSE appréhende les enjeux RSE? Vous êtes 92% à dire oui. Souhaitez-vous être consulté sur le rapport RSE ou de durabilité publié par votre direction? Oui, à 96%. Voilà pour l'instant le résultat des courses intermédiaires. Donc, n'hésitez pas à confirmer ou à inverser les tendances. Mais à mon avis, c'est pas facile. À mon avis, les tendances ne vont pas s'inverser. Voilà. Donc, Bruno Henry, à toi la parole. Hop, Bruno. Donc, Bruno, toi, tu représentes le syndicat SICTAM UNSA chez Total Energy. Tu as produit récemment, je vais mettre en lien, qu'est-ce que tu as produit récemment?
tu as produit récemment, je vais mettre en lien ça. Hop. Donc, tu as produit récemment, alors Total Energy est quand même bien, les rapports de Total Energy, notamment son document d'enregistrement universel qui intègre tous les éléments extra-financiers, sont scrutés à la loupe par beaucoup d'observateurs et d'analystes, dont tu fais partie en tant qu'organisation syndicale, parce que pour toi, tu considères que ça fait partie de la mission de regarder ça attentivement et d'en sortir peut-être les biais ou les zones un peu plus grises, on va dire. Par rapport à ça, et pour te lancer sur le sujet, Bruno, de façon globale, toi, quand tu regardes les rapports, et même au-delà, en premier lieu avec Total Energy, mais on dépasse Total Energy là, quels sont les principaux biais que tu peux identifier dans les indicateurs qui sont produits par les directions publiquement, et c'est quoi les biais et les points de vigilance que tu pourrais partager quand on décrypte un rapport. Voilà. En gros, la méthode pour le lire de façon critique, dans le sens positif du terme. À toi. Oui, bonjour à tous. Alors, j'ai un principe de base, c'est celui qui est illustré par une maxime bien connue de Winston Churchill. Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai moi-même manipulées. Et ça a une profondeur, en fait. C'est pas simplement la manipulation, faire joujou avec les chiffres pour obtenir le résultat que l'on veut. Ça, c'est une étape très classique, mais c'est même beaucoup plus profond que cela. Donc, ceci part d'un doute systémique sur tous les chiffres qu'on peut voir, sachant que, comme ça a déjà été dit, les chiffres pullulent de tous les côtés. Alors, si on prend par exemple les statistiques environnementales et climatiques, il y a une référence qui s'appelle le GHG, Greenhouse Gas Protocol, qui fait un peu référence. Et il reconnaît 3 modes de comptabilité, c'est-à-dire à quel périmètre regarde-t-on les émissions de gaz à effet de serre. Et il y en a un classique, c'est opérer, c'est-à-dire finalement où on regarde, où on fait nous-mêmes, l'entreprise fait elle-même les choses, et ça c'est indépendant de sa participation financière dans ce qu'elle fait, ou un périmètre dit de contrôle, et ça c'est en fait pour coller aux normes internationales de comptabilité, ou et ça a beaucoup de biais aussi cela, ou un mode dit proportionnel, c'est-à-dire que tout est calculé proportionnellement au pourcentage de détention que l'on a. Et évidemment, ne serait-ce que ça a une influence absolument majeure sur tous les chiffres. Et le premier des problèmes, c'est que lorsqu'on va regarder, on mettre en cohérence plutôt la chaîne de valeur, c'est-à-dire en gros où est la valeur ajoutée, avec les fameux chiffres d'émissions, eh ben souvent ça va coincer parce que les modes de comptabilité internationale ne collent pas avec les choix qui peuvent être faits sur le périmètre de reporting des émissions de gaz à effet de serre. Et immanquablement, dans toutes les analyses qui vont être faites, il y a des ratios qui vont être faits entre 2 chiffres avec des périmètres différents. Et ça, c'est tout de suite un problème. C'est tout de suite un problème. La deuxième chose, c'est que il y a un risque avec des méthodologies intrinsèquement différentes, qui vont être guidées d'ailleurs par une forme d'opportunisme, en tout cas pour le périmètre de reporting des gaz à effet de serre. C'est de dire il y a bien une séparation de 2 mondes qui ne se parlent peu. C'est un des risques, notamment pour une grande compagnie comme Total Energy, avec un poids d'actionnariat nord-américain important, et c'est encore témoigné lors de la présentation de Patrick Pouyanné et de son comité exécutif aux investisseurs de New York le 2 octobre. C'est-à-dire que en fait, les investisseurs, il n'y a pas une question, une seule, vous entendez bien, sur tout ce qui est ESG, pas une. La seule chose où on en parle, c'est l'impact du digital
C'est tout ce dont on parle. C'est même si le COMEX en dit quelques mots, mais aucune question. Et ça, c'est un des vrais sujets. C'est-à-dire que très très vite, il y a un risque que, c'est ce qu'on disait, on raconte une belle histoire. Hein, c'est le risque du narratif, une belle histoire, mais avec des chiffres finalement qui n'ont pas grand sens parce que la manière dont on les regarde n'a rien à voir avec la réalité. Alors, Bruno, oui. Je me permets une petite incise. C'est peut-être pour préciser, quand on cadrait, tu m'expliquais qu'il y a un certain nombre d'indicateurs extra-financiers qui sont produits et où la direction dans le rapport ne va pas être transparente sur toutes les hypothèses que ça recouvre. Et ça pose un problème. Oui, mais ça c'est du troisième. Enfin, paradoxalement, même si ça peut être tout à fait majeur, j'appelle ça un effet de troisième ordre, parce que avant, je reviens au périmètre. Je suis désolé, je reviens quand même au périmètre, parce que vous avez des critères de prise en compte des émissions qui vont dépendre de la détention juridique. Et c'est l'histoire que je vous racontais, contrôle, proportionnel, etc. Si vous avez des contrats de façonnage, c'est-à-dire que vous confiez à quelqu'un, par exemple, la liquéfaction et le transport de votre gaz, finalement, rien n'apparaît. Alors que, bien évidemment, cette chaîne logistique du transport, de la liquéfaction et des méthaniers est source tout à fait significatif de consommation de gaz, parce qu'il faut de l'énergie souvent, et en tout cas de fuite de méthane, qui est un gaz à pouvoir réchauffant extrêmement élevé, 60 à 100 fois plus grand que le CO2. Donc, c'est déjà, là aussi, vous voyez, c'est pas simplement le mode de comptabilisation, c'est le mode de détention de l'activité. Et puis, il y a un troisième élément, c'est quand on va regarder ce qu'on appelle tous ces critères, et notamment tout ce qu'on appelle le scope 3, alors je ne veux pas rentrer tout dans les détails, mais c'est quels produits regarde-t-on? Alors on dit, c'est tous les produits qu'on vend. Ben non, par exemple, dans le cas de Total, on ne considère que les produits énergétiques. Et les produits énergétiques, ça n'inclut pas le plastique, le polyéthylène. Et alors qu'il y a une intensité carbone tout à fait significative. Et puis il y a un autre effet qui est un grand classique, c'est d'où vient, par exemple, le gaz qu'on a produit. Et c'est là où ça commence la question que tu évoques, c'est de dire mais finalement on est obligé de prendre des hypothèses parce que des hypothèses souvent forfaitaires. Ah le gaz, il vient de là, alors que surtout le gaz de schiste va être beaucoup plus vorace, beaucoup plus émetteur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc très très vite, tous ces chiffres sont basés sur des hypothèses. Et les chiffres sont d'abord, c'est ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre, ce sont des constructions intellectuelles. Et donc c'est bourré d'hypothèses. Et vous vous doutez bien que dans le narratif, on va prendre des hypothèses qui vont bien. Et on n'est pas souvent transparent dans les hypothèses. Ce n'est pas une caractéristique des entreprises. L'État le fait très bien dans sa communication et les hommes politiques aussi. Donc voilà, à ce stade, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Par exemple, sur la liquéfaction du gaz, l'impact. J'ai vu une étude de l'Imperial College. En gros, les incertitudes, ça va de rapport d'émissions de 1 à 10. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Voilà. C'est de dire, c'est bourré d'hypothèses de toutes parts. Et on va choisir des montants forfaitaires, mais qui varient de 1 à 10. Alors, avec ça, on est bien avancé, quoi. Voilà. Merci de cet éclairage, Bruno, très précis. Je rebondis sur la communication que tu as publiée récemment sur le mode de... Dans le rapport d'enregistrement universel décrypte la rémunération de votre PDG, du PDG de Total Energy, avec en intégrant un indicateur qui est intensité carbone dont tu as parlé, cycle de vie. Ça veut dire quoi, ça, comme indicateur pour toi, cycle de vie D'abord, c'est un indicateur relativement récent qui a été introduit seulement en 2023 par l'entreprise et qui se substitue à beaucoup de tâtonnements dans le mode de rémunération de la part de l'entreprise. C'est notamment celui qui est appliqué non seulement pour la rémunération du PDG, mais pour le taux d'attribution définitive des actions dites de performance à environ 12 300 personnes sur 105 000 personnes dans l'entreprise.
L'intensité carbone, alors si on fait simple, enfin simple, je sais pas, mais c'est l'addition théorique des scopes 1, 2 et 3, on va dire des produits que l'on vend. C'est-à-dire finalement, quelle est la chaîne carbone, quelle est finalement du début jusqu'à la fin de la production, de la commercialisation et de l'utilisation du produit, quel va être son pouvoir d'émission CO2, enfin de gaz à effet de serre, disons, CO2 équivalent. Et c'est une donnée, et c'est là très vite, vous voyez, vous allez être obligé tout le long de la chaîne à faire des hypothèses, parce que les produits que vous vendez, notamment dans le monde pétrolier, ce sont pas ceux que vous avez produits, et encore moins ceux que vous avez opérés. Donc très très vite, c'est là où vous êtes obligé de faire des hypothèses conséquentes. Alors théoriquement, c'est un bon critère, je dis bien théoriquement, mais lui aussi va être bourré d'hypothèses. Mais la première d'entre elles, c'est quels produits on considère dans ces statistiques, dans ces chiffres et dans ces publications. Et là encore, c'est ce que, enfin, je vous disais rapidement tout à l'heure, ce sont des produits énergétiques. C'est-à-dire que ni les bitumes, ni les lubrifiants, ni les oléfines, la matière première de la matière plastique, ni ceux d'ailleurs produits et vendus par Hutchinson, qui est un grand fournisseur notamment dans l'automobile, eh ben rien de tout cela n'est pris en compte. Et par rapport au narratif, c'est aussi savoureux, je dois vous dire, parce que quand on regarde le document d'enregistrement universel, qui est effectivement de plus en plus épais aussi, et de plus en plus difficile à apprécier, c'est là où les recherches automatiques sont intéressantes, le terme plastique apparaît 56 fois dans le document. En gros, il apparaît toujours sous une forme de bioplastique. Alors qu'en fait, il y a un projet gigantesque en Arabie Saoudite qui s'appelle SATORP, 11 milliards de dollars, 1 million de tonnes par an de polyéthylène. Ça c'est figuré sous nos oléfines et on n'évoque pas un mot, ou très peu d'ailleurs, de ce projet dans le document. Donc, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse dire sur tous les chiffres? Je dois vous dire qu'il y a enfin une anecdote qui est la plus choquante, que d'ailleurs je rends hommage à une des participantes à cette réunion qui l'a trouvée, parce que j'aurais jamais pensé qu'on puisse en arriver là. C'est-à-dire que dans ces critères, finalement, il y a une réévaluation de la base 100 qui sert au calcul, mais cette réévaluation n'a pas été suivie par une réévaluation des chiffres. C'est assez stupéfiant quand même. C'est de dire, on change le point d'origine, mais les chiffres évoluent comme si de rien n'était pour la suite. Voilà. Merci beaucoup pour cet éclairage, Bruno. Alors après, dernière petite question et rapide ta réponse, c'est quand même comment ça prend du temps de faire d'analyser tout ça. Ça demande, quand bien même les élus sont accompagnés par un cabinet comme Syndex, ça demande que les élus s'approprient, s'engagent dans la démarche. C'est quelque chose qui va les mobiliser. Et donc c'est du temps que tu passes là pour décrypter ça. Après, quelle est la complexité pour le rendre digeste pour le corps social de l'entreprise? Alors, permets-moi de citer, d'ailleurs, je crois que je t'en avais parlé, d'un excellent livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de Total, C'était un livre d'une philosophe, mais qui connaît extrêmement bien les statistiques. Elle s'appelle Madame Valérie Charol. Je vous recommande de l'écouter, ne serait-ce que de l'écouter. Et son bouquin s'intitule Se libérer de la dictature des chiffres. Et elle connaît très bien les statistiques et elle montre, notamment dans la comptabilité nationale, mais elle montre très bien ce qu'il en est. Un de ses directeurs de thèse est Monsieur Collas, qui était un maître de la comptabilité. Et j'ai tiré de ses cours il y a bien longtemps que la comptabilité est au mieux un mensonge cohérent. Alors, c'est ça le sujet, c'est de dire il faut rentrer dans la logique. On est obligé de cibler. Et en gros, quand on veut traiter un chiffre, il faut tout de suite s'extraire du chiffre et dire comment vous l'avez publié, comment vous l'avez construit, quelles sont les hypothèses. Et en général, ça résiste extrêmement mal à la critique. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est une construction théorique. Et donc, il faut essayer de le rendre intelligible, en montrer les limites,
ont montré les qualités aussi, hein, comme je l'ai dit sur l'analyse cycle de vie. Théoriquement, c'est le bon critère, mais en pratique, ça ne l'est pas. Et ben voilà, c'est de dire nous butons sur des éléments essentiels. Faut jamais oublier qu'un chiffre, vous savez, statistique, ça vient d'état, hein, stat. C'est l'état. Ça a toujours un but. Un chiffre a toujours un objectif. Sinon, c'est juste de la production de chiffres pour amuser la galerie. Donc, c'est l'objectif. Il faut essayer de comprendre l'objectif. Et à partir de l'objectif, vous pouvez facilement deviner les biais. Et il y a toujours des biais dans des chiffres. Et donc, il faut être armé là-dessus. C'est de dire, mais si vous vouliez cet objectif, comment vous avez construit le chiffre pour que vous obteniez l'atteinte de l'objectif ou pas? Parce que tous les chiffres ne sont pas nécessairement... enfin, ils le sont toujours, si presque, à part des chiffres extrêmement simples, il y a toujours des hypothèses. Il faut des moyens, ça a été évoqué tout à l'heure par Valérie. Excuse-moi, le temps tourne. Je voudrais pas qu'on se fasse dépasser. Merci à vous. C'est fini. Non, mais j'avais. C'est super. On est dans le timing. Alors, Joël, tu as été patient. Donc, Joël Brault, toi, Bréau, Joël Bréau, oui. Bréau, excuse-moi. Joël Bréau, donc toi, tu es délégué syndical CGT du côté de Merlin-Gérin. Vous fabriquez des disjoncteurs. Vous faites partie du groupe Schneider Electric. Oui. Dans l'usine dans laquelle tu es, on va être aussi très concret avec toi, et c'est bien la chance qu'on a ce matin. C'est donc tu es dans une usine de 300 salariés, vous fabriquez des disjoncteurs, l'entreprise se valorise à bon escient le fait que votre usine elle est zéro carbone, une émission zéro carbone, donc circuler, on pourrait dire circuler, il n'y a rien à voir. Or vous, CSE, CGT, vous pointez que c'est pas loin d'être suffisant et que vous demandez des réponses sur le scope 3 dont parlait Bruno, excuse-moi, Bruno, le scope 3, c'est-à-dire qu'est-ce qui amène le disjoncteur à le construire à l'usine et son circuit. Tu me disais, et ça je vais te laisser préciser, qu'un disjoncteur il faisait 10 000 km avant il circulait beaucoup entre le Maroc, la Tunisie, certains pays de l'Est. À toi la parole. Oui, donc bonjour à tous. Oui, donc nous sommes une entreprise là sur le bassin alésien, donc au nord du Gard, de 300 salariés. Bon, le groupe Schneider, je pense que vous le connaissez tous, c'est 20 000 salariés sur le territoire français et plus de 120 000 au niveau international. Nous fabriquons des disjoncteurs sur Malin-Géralès. Alors, c'est vrai que notre usine, maintenant, depuis un an ou deux, est complètement décarbonée. Ça veut dire qu'on ne fait pas appel à de l'énergie, j'allais dire, carbone, pour pouvoir faire tourner nos moyens, qui sont très, très nombreux dans cette usine. Il y a vraiment beaucoup de belles machines et de lignes d'assemblage. Donc, on a fait mettre en place, avec l'aide de la région, notamment un grand parc photovoltaïque. On a innové sur des nouvelles technologies en termes de chaudière. Aujourd'hui, avec la chaleur des machines, on arrive à climatiser l'usine avec des systèmes d'échangeurs. Voilà, donc on est vraiment plutôt à la pointe sur ce domaine de maîtriser l'énergie, de produire de l'énergie, on va dire, au propre. D'ailleurs, on a un petit peu la vitrine au niveau de la région, parce que régulièrement, on a quand même des visites d'usines, notamment comme Haribo, dernièrement, à minima connus par leurs produits, par leur gourmandise. Et donc voilà, on essaie vraiment mettre en avant cette production d'énergie vraiment propre. Mais après, voilà, quand on creuse un petit peu plus, notamment au niveau des flux logistiques, on a des flux logistiques qui sont très, très, très complexes, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le disjoncteur, il est composé d'une multitude de pièces détachées, que nous on appelle sous-ensemble, et d'une enveloppe qu'on appelle boîtier couvercle. Donc aujourd'hui, le site d'Alès produit une grande partie de ces sous-ensembles, mais qui sont fabriqués via des matières premières qui sont beaucoup d'acier, beaucoup de cuivre, beaucoup de nickel, certains bilames qui, eux, par contre, viennent un petit peu du bout du monde, ces matières. Ensuite, une fois que nos machines, que nous appelons machines spéciales, réalisent ces sous-ensembles, ces petites pièces détachées qui vont composer le disjoncteur, mais l'assemblage de ces petites pièces dans les fameuses enveloppes, qu'on appelle boîtier couvercle,
ne se font plus sur Alès. Ça, c'était à l'époque années 70, où on avait la totalité du process qui était maîtrisé en interne. Aujourd'hui, toutes ces opérations, entre guillemets, avec peu de valeur ajoutée, sont faites au Maroc, sont faites en Bulgarie et sont faites en Hongrie. On a 3 sites partenaires, donc à qui nous confions notre production de sous-ensemble. Ces sites partenaires font l'assemblage dans le boîtier pour faire un disjoncteur. Et une fois que cet assemblage a été effectué par ces sites, ça revient dans notre usine. Et donc, Merlin-Géraldès détient encore, on va dire, le vrai savoir-faire en termes de réglabilité sur le thermique et le magnétique, qui permettent vraiment de protéger après derrière vos habitations. Et donc, la partie finition, que l'on appelle, se fait sur Alès. Mais entre le Maroc, la Bulgarie et la Hongrie, c'est 5 jours de camion qui viennent acheminer le disjoncteur monté, mais non contrôlé et non finalisé. Une grosse complexité en termes de flux, avec un impact environnemental qui pour nous est énorme, parce qu'aujourd'hui, enfin, encore aujourd'hui, malgré qu'on ait perdu un petit peu tout ça, on a le savoir-faire complet. On est en capacité largement, parce qu'on le faisait avant, hein. On avait un atelier plasturgie, donc on est vraiment en capacité de faire le boîtier, le couvercle, l'assemblage en automatique et le montage de ces produits. Et qui après sont vendus sur le France, Espagne, Italie, notamment voilà, pour une grande partie de nos productions. Alors c'est vrai que Schneider a mis un programme en place qui était nommé Sustainability, donc je crois que c'est durabilité, avec 6 engagements à long terme. Alors, pour vous dire, à force de creuser un petit peu sur le site de Schneider et un petit peu sur nos plateformes internes, j'ai réussi à trouver quelques éléments. Mais voilà, pourquoi il a fallu chercher comme ça? Parce qu'en fait, on a très peu d'infos en filiale sur les engagements, c'est surtout la tenue des engagements du groupe par rapport à la durabilité et tout l'impact qu'il peut y avoir par rapport à une activité industrielle telle que la nôtre. Et les 6 engagements qui ont été retenus par le groupe Schneider, donc bien sûr, il y a le climat, avec agir avec la détermination pour le climat, il y a utiliser efficacement les ressources, agir dans le respect de nos principes de confiance, garantir l'égalité des chances, mobiliser toutes les générations et soutenir les communautés locales. Donc, ça veut dire qu'il y a 6 thèmes qui sont avec un point de départ qui était 2019-2020, qui ont été évalués en 2020, et régulièrement, tous les 6 mois, alors on ne sait pas trop qui en fait, mais il y a une analyse qui est faite, voir un petit peu comment ces 6 indicateurs évoluent. Et la volonté, c'est d'arriver à 2030 avec une neutralité carbone à 0 pour la totalité des activités du groupe Schneider. Donc, ça, on peut penser qu'on va y arriver en termes de production. Mais par contre, voilà, j'insiste sur la complexité des flux. Parce que quand on voit le Maroc ou la Hongrie, c'est 5 jours de camion, 5 camions par jour, par exemple, quoi. Donc, on a vraiment un impact environnemental qui est très fort, mais qu'on ne sait pas mesurer. Et là, pour vous dire, donc moi, je suis simplement une filiale, donc on a une activité qui est relativement restreinte sur la filiale. Et quand j'ai interrogé mes coordonnateurs au niveau du groupe, que je leur ai parlé un petit peu de cette journée d'échange et d'études sur RSE notamment, et bien, je suis tombé sur des copains qui n'étaient pas vraiment au courant du sujet. Donc, ça veut dire qu'au niveau de nos comités centrales, de nos comités de groupe, ces informations elles sont très peu discutées. Alors, peut-être à tort, peut-être que les partenaires sociaux ne jouent pas vraiment le rôle là-dessus. Nous, maintenant, en filiale, qu'on commence un petit peu, donc suite à une formation qu'on a pu faire également avec Sendex, on commence un petit peu à s'approprier ces données. Mais on part quand même de loin. C'est un petit peu l'échec là que je ressens de notre façon de travailler sur ce volet. C'est vrai que bon, on est pris au quotidien par de nombreux sujets parce qu'en usine de production, vous imaginez bien qu'il y a toujours des sujets à travailler pour être plus près des salariés. Mais de façon beaucoup plus macro, on sent bien que sur ces engagements qui sont pour nous qui sont incontournables pour pouvoir respirer mieux demain sur notre planète, on a vraiment besoin de maîtriser tout ce volet environnemental et durabilité. Et bon, on a quelques lacunes qu'il faudra rapidement combler en s'appuyant notamment sur les expertises, hein, parce que nous, on travaille beaucoup avec Sendex depuis de nombreuses années sur les consultations obligatoires. Et là, on se disait avec les copains, là, il y a 2-3 jours de ça, qu'il fallait vraiment qu'on mette l'accent sur la durabilité, sur les rapports RSE, avec voir un petit peu où vraiment
pour notre usine de Merlin-Géraldès, quel est l'impact environnemental de notre production. Et ça, quand on a posé la direction à notre direction, régulièrement, malgré tout, mais nous, on est tellement filial et tellement dépendant de ce qui se passe au niveau du groupe Schneider qu'aujourd'hui, la moindre information n'est pas détenue en local. Même des fois sur des sujets très basiques ou très faciles à répondre, en fait, hein, que ce soit côté RH ou côté stratégie, nos directions n'ont plus la main pour répondre directement aux partenaires sociaux, même sur les consultations obligatoires. Donc, heureusement qu'on a nos cabinets, notamment, qui vont chercher les informations sur Paris en allant taper à la porte du marketing, de la stratégie pour qu'on puisse avoir des éléments, parce qu'on est vraiment, on dirait qu'on est un petit peu en autarcie, quoi. C'est assez difficile d'avoir des réponses à toutes ces questions, quoi. En tout cas, voilà, merci. Merci Joël. Malheureusement, vous faites partie. Un certain nombre d'élus Schneider Electric font partie des 22% qui maintenant ont répondu qu'on n'a jamais parlé environnement ou RSE en CSE. Et ce qui est vraiment intéressant à t'entendre, c'est que le besoin, ça vient du terrain, enfin du local. C'est-à-dire c'est vous local qui demandez le coût énergétique, environnemental réel de votre production. Et ça vient du local, et peut-être que justement le mouvement peut venir principalement peut-être justement de l'engagement d'élus qui sont sur le terrain, qui demandent justement concrètement sur leur établissement. On est bien concret pour pouvoir, et ça peut que renforcer la structure et de la production publique de la direction. Je me suis un peu perdu, mais. Ok. En tout cas, merci pour ton témoignage. Ouais. Pas de rebondir. Ouais. Nous, on se pose vraiment la question parce que moi, j'ai 30 ans de Merlin-Géraldès et j'ai connu toutes ces productions locales, notamment les productions de plasturgie. Donc aujourd'hui, Schneider a décidé, uniquement pour l'histoire de coût, de délocaliser ses productions de plasturgie sur la Bulgarie. Mais pour pouvoir faire la productivité nécessaire attendue chaque année par nos actionnaires, il faut aussi en parler un petit peu, c'est qu'on sait, parce qu'on a des copains qui vont quand même régulièrement là-bas, pour voir un petit peu l'état des usines et des productions, c'est que pour pouvoir rendre chaque année cette productivité qui est attendue, ces sous-traitants, ces entreprises de Schneider ou sous-traitants Schneider sous-traitent à d'autres sous-traitants. Donc en fait, aujourd'hui, on perd vraiment le suivi de nos productions, et quand on parle de durabilité et de respect de l'environnement et de nos productions sur toute la chaîne logistique, eh bien le sous-traitant et les sous-traitants qui se retrouvent dans les campagnes bulgares en train de faire du boîtier couvercle pour l'usine d'Alès, c'est très difficile pour nous d'aller mesurer cet impact. Voilà, en filiale, c'est pratiquement impossible. C'est pour ça qu'on compte vraiment taper à la porte de nos responsables syndicaux, notamment à travers les différents comités de groupe, pour aller vraiment chercher le détail de l'impact de notre activité, qui n'est pas neutre. Même si on a un produit propre, je répète, sur Alès aujourd'hui, tout ce qui est à côté derrière, c'est pour moi pas suffisamment mesuré et c'est pas suffisamment mis en avant. Parfait. Merci beaucoup, Joël, pour ton témoignage. Je passe la parole à Grégoire. Avec grand plaisir, merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à rebondir, à étayer, à illustrer. Ça serait bien qu'il y ait d'autres témoignages qui disent que vous vous donnez comme objectif de donner un avis sur la production de votre direction. N'hésitez pas. Grégoire, à toi la parole. Aurore, si tu veux rebondir aussi, n'hésite pas quand vous le sentez. On regarde ce que vous entendez. Bon, je vais passer la parole à Grégoire. Donc Grégoire, toi tu es le secrétaire général du Forum pour l'investissement responsable. Donc c'est une association qui a été créé il y a près de 20 ans, qui fait la promotion de l'investissement responsable. Vous êtes à l'initiative de la semaine de l'investissement responsable, si je ne me trompe pas, et surtout par rapport au sujet qui nous concerne ce matin, et je vais partager le lien. Attendez, que je ne me mélange pas les pinceaux. C'est où? Hop, et c'est là, et je vous fais une petite notification. Donc le FIR, depuis 5 ans, pose des questions au conseil d'administration des sociétés du CAC 40. Donc vous, le FIR, vous ne plongez pas, vous passez pas vous ne plongez pas dans la matière première, enfin des rapports. Par contre, vous interrogez les directions les conseils d'administration des entreprises du CAC 40 sur
sur des 10 questions qui se ventilent en 30, hein, enfin tu pourras le préciser plus mieux que moi, mais sur la partie environnementale, sociale et la gouvernance, hein, vous les interrogez. Donc ça fait 5 ans que vous faites ça. Les réponses sont publiques, donc là je vous ai mis la notification que vous allez pouvoir consulter le bilan 2023 qui a été produit par le FIR. Et là par rapport à notre sujet de ce matin, donc on est un peu en décalage, c'est-à-dire que mais ton témoignage peut permettre d'illustrer, pour rebondir un peu sur ce que disait Aurore, sur l'appropriation, la montée en compétence des directions. Toi, comment tu notes la montée en compétence, la montée en objectivation, je ne sais pas comment le dire, des directions dans les réponses qu'elles vous adressent. À toi la parole, Grégoire. Merci beaucoup. Alors, j'espère que ça marche bien. A priori, le micro marchait tout à l'heure, il n'y a pas de raison qu'il ne marche plus maintenant. Alors peut-être juste un petit point avant de rentrer dans le détail de l'étude, effectivement notre campagne de questions écrites sur le FIR en tant que tel. Donc effectivement, association loi 1901, beaucoup de professionnels de la finance, mais on est aussi ouvert à la société civile, ce qui veut dire qu'aujourd'hui on a des représentants syndicaux, des ONG, beaucoup d'académiques aussi parmi nos membres, ce qui est très important dans la conception même de nos actions, qui sont le soutien à la recherche académique, qui sont effectivement parler au grand public de l'investissement responsable comme un choix alternatif à ce qu'ils ont d'habitude. Et puis on fait du plaidoyer auprès des pouvoirs publics au niveau réglementaire sur les textes de loi, d'ailleurs qui sont assez importants. Récemment, par exemple, on a eu la loi Pacte, et on avait pris des positions assez intéressantes aussi en amont sur un des rapports, le rapport Nota-Sénard qui faisait des propositions sur le statut d'administrateur salarié pour le renforcer. Enfin, voilà, donc on est très connecté à ce genre de sujet en général dans notre activité. Alors après, si on vient à la question de la campagne de questions écrites, c'est un outil qu'on utilise depuis effectivement 5 ans maintenant, qui est assez peu connu finalement, parce que les investisseurs, on pense souvent aux résolutions actionnariales en assemblée générale, ce qui est également le cas, et c'est une partie des actions qu'on peut mener, mais l'intérêt de cette campagne de questions écrites, elle est multiple. La première, c'est qu'elle est très facile à mener parce qu'il vous suffit d'une action d'une entreprise pour pouvoir lui poser une question écrite lors de son assemblée générale. Cette question est publique et la réponse est publique. Donc, ce qui fait que on peut faire cet exercice d'analyse derrière des réponses et éventuellement de se lancer dans une classification des entreprises sur la qualité des réponses par rapport aux attentes qu'on peut avoir. Alors, pour donner un exemple, l'année dernière, on avait 26 analystes différents de nos membres, des membres qui sont très importants, comme des gros acteurs comme Amundi, à des plus petits comme Fitrust. Si on prend le spectre large des sociétés de gestion, on en a une quarantaine parmi nos membres, mais participent également au dépouillement des réponses, des gens qui viennent du monde syndical, d'un certain nombre de consultants spécialisés notamment dans l'analyse extra-financière. Donc ça, c'est pour l'objet qu'on a développé. On pose effectivement une dizaine de questions à tout le CAC 40. On leur pose jusqu'à maintenant tous les mêmes questions pour pouvoir les comparer. Alors on choisit des enjeux qui nous paraissent très importants au niveau environnemental, au niveau social et au niveau de la gouvernance. Alors sur l'environnement, par exemple, depuis l'origine quasiment, on pose des questions à la fois sur le climat, sur la biodiversité, mais aussi sur les ressources, avec l'idée derrière effectivement que l'économie circulaire est une autre grosse priorité à mettre en œuvre pour les grandes entreprises, en particulier françaises. Et puis on fait aussi des questions à caractère social, notamment historiquement sur le salaire décent, qui est une question qu'on pose depuis l'origine aussi, où on voit des progrès qui sont faits au fur et à mesure, parce que le premier volet de la question, c'est est-ce que vous avez une définition du salaire décent? Et si oui, laquelle? Et après, comment vous déployez les choses? Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a quelques années, quand on a entamé les choses, il y avait très peu d'expertise sur cette question-là et très peu d'entreprises qui avaient choisi une définition déjà pour pouvoir déployer des politiques dans la foulée. Donc ça, c'est une question qui est très importante pour nous. On fait aussi des choses sur l'épargne salariale. Historiquement, on essaie de suivre un petit peu quels sont les dispositifs d'épargne salariale qui sont mis en œuvre, pas seulement en France, parfois aussi beaucoup de questions portent sur des différents périmètres, là où on pense que c'est très important de développer des choses. On l'a évoqué tout à l'heure, la question du périmètre est absolument clé. Donc parfois, on va demander aussi, en termes d'épargne salariale, aujourd'hui, au-delà de ce qui se passe en France, comment est-ce qu'on peut imaginer une sorte de couverture complémentaire dans les différentes filiales et des filières d'approvisionnement aussi de ces entreprises. Donc, quel progrès on a vu? Alors ça, c'est intéressant parce que effectivement, cet exercice-là, on adresse la lettre au président du conseil d'administration, en général. Souvent, on a des contacts avec le secrétariat général et on est bien conscient qu'au départ, ce sont plutôt les équipes qui répondent.
en fait, ça redescend en pluie fine, si on peut dire, dans les différentes équipes sur les questions. Donc, ça va être des directions RSE, mais ça peut être des directions juridiques. On a des questions sur la fiscalité aussi, par exemple, qui sont très importantes pour nous. On a des questions sur le lobby en termes de gouvernance, les stratégies de lobby, comment elles sont mises en œuvre. Et donc, on est bien conscient que finalement, les réponses, elles sont remontées par les différentes directions. Et ce qu'on constate quand même, c'est un progrès global, à la fois de la qualité des réponses, mais aussi finalement probablement le fait qu'on sent quand même que de plus en plus le conseil d'administration en entend parler. Parce que même si c'est adressé au conseil et que c'est théoriquement la réponse du conseil, certains administrateurs salariés par le passé nous ont dit qu'ils n'en avaient jamais entendu parler dans les réunions du conseil. Donc effectivement, c'est quand même géré de manière très administrative par les équipes. Néanmoins, on peut quand même dire qu'il y a une courbe d'apprentissage, une courbe de progrès, des entreprises qui sont meilleures en meilleures. Enfin, par exemple, j'étais une entreprise qui s'appelle L'Oréal, qui il y a quelques années s'est trouvée très mal classée finalement dans notre campagne de questions écrites, et qui est venue à nous en nous disant voilà, on aimerait comprendre un petit peu comment est-ce qu'on peut progresser, être meilleur, etc. Et on les retrouve en tête lors de la 4e campagne qu'on a menée cette année. Et ça, c'est aussi un des avantages de cette campagne. C'est que ça permet aux entreprises de progresser. C'est la cible principale quand même. On essaie de leur faire comprendre, en tant qu'investisseurs responsables, qu'est-ce qui nous intéresse le plus. C'est l'objectif principal. Maintenant, il y a d'autres objectifs assez sympathiques, finalement, des effets secondaires de cette campagne, qui nous permettent aussi, quand on parle au grand public de l'épargne salariale, ou de l'épargne en général, de leur montrer comment est-ce qu'un investisseur responsable se saisit des sujets, quels sont les sujets qui l'intéressent, et comment il peut l'aborder avec les entreprises qu'il peut avoir, effectivement, dans le portefeuille. Donc ça, c'est un autre aspect très important de notre campagne, un effet secondaire, on va dire, qui, au-delà de l'entreprise, est très utile pour nous en tant qu'investisseurs responsables. Alors, Grégoire, ça m'amène à une question. Là. Quelle place tu vois jouer les administrateurs salariés dans les conseils, pour faire infuser dans les conseils d'administration la bonne parole, entre guillemets? Ceux qui n'ont pas vu passer la question les années précédentes nous ont dit que du coup, ils essayaient de la remonter, en fait, et de dire est-ce que vous avez regardé les questions du FIR, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Donc, ils ont un rôle très clé, de prescripteur, finalement, pour ces réponses. Les réponses ne sont pas une fin en soi. En fait, c'est très intéressant de voir comment elles peuvent se mettre en ordre de marche, les entreprises, comment elles peuvent progresser. Naturellement, c'est pas une fin en soi. On s'arrête pas là. Et d'ailleurs, l'intérêt de cette étude, donc le rapport que tu as dû envoyer le lien sur le rapport. Je peux montrer à quoi ça ressemble, parce que c'est aussi un rapport. On ne voit pas là. On ne voit pas. On a perdu le flux vidéo. Ah bon? Alors vous ne voyez pas les choses. Bon, on t'entend. Voilà, bon, c'est l'essentiel. Donc, c'est un rapport qui est assez complet. Donc, on fait une analyse de ce rapport. Il y a une analyse et un classement des entreprises. On publie aussi l'intégralité des réponses. On a un dossier complémentaire qui fait quelques centaines de pages, quand même, bien sûr, avec ces réponses à ces 10 questions des 40 entreprises du CAC. Et donc, du coup, ça s'est mis à disposition des parties prenantes, y compris des parties prenantes syndicales. Aujourd'hui, ceux qui s'en sont le plus saisis, à mon sens, c'est plutôt le milieu académique. On a notamment une business school, l'ESSEC, qui depuis quelques années fait travailler ses étudiants qui ont vocation à être formés justement au conseil d'administration, à analyser les réponses. Alors, pas toutes les réponses, pas de manière aussi complète que le font nos analystes, parce qu'ils sont quand même moins nombreux aussi. Mais voilà, c'est un exercice de style qui est intéressant. Donc, c'est aussi livré à la communauté pour que ONG, syndicats, éventuellement même épargnants s'ils le souhaitent, puissent regarder un petit peu comment ça se passe, au-delà de l'entreprise elle-même, qui, elle, bien sûr, lit les rapports et question par question est bien conscient que les spécialistes dans l'entreprise regardent comment se positionnent leurs pairs au sein du CAC 40 pour voir s'ils peuvent adopter de meilleures pratiques. Parce que l'idée, c'est quand même d'encourager à l'adoption de meilleures pratiques par les entreprises. Maintenant, bon, l'idée aussi de faire ces questions, c'est pour aller juste au-delà des statistiques ou des éléments qu'on discutait tout à l'heure, qui sont livrés dans les rapports et dont on considère parfois aussi qu'ils sont biaisés, dont on ne voit pas la granularité ou éventuellement l'esprit qui les porte. Et donc, c'est pour ça qu'on pose des questions écrites, pour venir compléter les documentations dont disposent nos membres et que eux, ils analysent effectivement dans les choix d'investissement qu'ils vont faire pour leur portefeuille.
Parfait, merci Grégoire. Grégoire, tu as une question d'une participante ou d'un participant, je ne sais pas, de L'Oréal à Colombes qui te propose son aide pour poser des questions au conseil d'administration du CAC de L'Oréal. Merci aussi à Jean-François Schmitt, c'est intéressant la réponse que vous faites là, et en rebond à l'intervention de Joël Brault de Merlin Chérin qui explique, qui est dans les secteurs informatiques et qui explique par rapport au poids des chargeurs, la consommation des chargeurs, et qu'on lui avait répondu que le fournisseur était en Pologne, mais que c'était de l'électricité décarbonée, donc ça allait bien de passer par la Pologne. Merci Grégoire. Alors le temps tourne, excusez-moi. Je passe la parole à Valérie. Parce que justement, par rapport au rebond à ce que disait Grégoire, Valérie, alors rapidement, mais régulièrement, a priori, chaque année, vous êtes, et si vous n'êtes pas les seuls, régulièrement, les responsables syndicaux sont interrogés par des analystes de sociétés de notation extra-financière. Et vous, c'est le cas, chaque année, vous faites l'exercice un peu avec une agence où on mouline vos réponses. Voilà, c'est ça. Donc on fait, voilà, on est, comment dire, ce qui est déjà la bonne nouvelle, hein, on est intégré dans les parties prenantes qui doivent remonter leur opinion sur la façon dont se déroulent tous les aspects dialogues sociaux et autres au sein de l'entreprise. Donc ce qui se passe sur notre périmètre groupe Crédit Agricole, donc les 75 000, on a 3 syndicats qui sont représentatifs, CFDT, CGC et FO. Et en fait, c'est les 2 principaux syndicats par l'intermédiaire de leur coordinateur qui donc du coup sont interrogés par Vigéo. Et donc c'est systématique chaque année. On a 1 heure d'entretien, donc le responsable CGC et moi-même avec la société de notation, et effectivement les remarques que l'on fait remonter sont prises en considération. Et donc du coup il y a une confrontation. Alors on n'est pas présent au moment où ça se passe, mais avant la rédaction du rapport de Vigéo, il y a une confrontation entre ce qui a été versé comme entre guillemets storytelling par la direction, sachant qu'en plus pour éviter, je pense, de rentrer dans le détail, la direction elle a tendance à juste publier des chiffres pour le coup sur la qualité du dialogue social. Donc c'est souvent lié au nombre de réunions, au nombre d'accords signés, aux différentes politiques qui évoluent un peu sur des différents accords comme notre accord cadre international, enfin des choses comme ça. Mais ça c'est que du chiffre, c'est que du quantitatif. Et nous, notre vertu, c'est qu'on amène du quali sur tout ça. Et c'est là que du coup Vigéo est en capacité d'aller chercher plus d'informations par rapport aux éléments d'information que nous on remonte. Ok, parfait Valérie. Merci Valérie. Je précise Vigéo qui a été racheté par Moody's il y a 2 ans. Oui. Ouais, c'est ça, Moody's. Il s'appelle VE maintenant, ou je sais plus quoi là. C'est un acronyme. Moi, je suis restée sur l'ancienne appellation parce que comme ça, je sais à qui je parle à peu près, quoi. Ouais, tout à fait. Ok, merci à toi. Peut-être préciser quelque chose au passage d'ailleurs. Comment ? Juste, je voudrais préciser quelque chose au passage concernant justement l'idée de Vigéo. Vigéo, c'était Vigéo Airis, c'était une fusion. Il y a eu un rachat par Moody's et en fait Moody's a décidé d'abandonner cette activité pour se fondre dans un autre acteur américain qui s'appelle MSCI, et on arrive dans une situation quasi monopolistique en ce moment des chiffres qui pose un véritable problème. Ça, on a un problème technique pour l'analyse extra-financière pour les financiers aujourd'hui, avec des sources qui sont trop concentrées désormais. Merci. Pardon de cette petite interruption. Non, mais super. Non, mais merci. C'est important. Merci, Grégoire. Non, merci pour cet éclairage. Alors, très rapidement, avant de parler parce que le temps tourne avec Aurore. Alors, rapidement, Grégoire, exercice de style. Simplement, pour embrayer sur ce que disait Valérie, vous organisez aussi le FIR des briefs investisseurs, vous appelez ça comme ça, à la demande d'ONG, de syndicats, de parties prenantes qui vont et vous allez les écouter. Et ensuite restituer ça. Alors par contre, à la différence des questions au 440, là c'est confidentiel. Mais voilà, très rapidement, si tu peux nous expliquer les briefs investisseurs et en quoi c'est un levier pour les organisations syndicales pour challenger par le haut. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est assez extraordinaire dans ce qu'on fait. C'est très atypique dans le monde de la finance. C'est que justement, on ne se contente pas forcément d'avoir la notation extra-financière, les notes ou les rapports. On essaie d'avoir des sources de terrain.
pour venir compléter ça, pour notamment autour de tout ce qui peut être des controverses. Et donc, on accueille effectivement Chatham House Rules, donc une règle de confidentialité, des réunions dans lesquelles on a des ONG qui peuvent venir de loin. On en a qui sont venus d'Afrique du Sud, et je pense à des gens qui parlaient même pas l'anglais, donc ils sont venus avec un traducteur pour qu'on puisse comprendre un petit peu quels étaient leurs enjeux. C'était des pêcheurs, et notamment c'était sur un projet de Total Energy pour du gaz au large de l'Afrique du Sud. Bon, c'est plus généralement quand même des ONG françaises qui nous parlent, et des syndicats bien sûr, puisqu'on a beaucoup travaillé notamment avec la Confédération internationale Uniglobal Union, par exemple, autour d'un certain nombre de cas d'entreprises extrêmement controversés en France. La plus connue de toutes, probablement, c'est Orpea. On a fait un brief investisseur sur Orpea, sur Corian, sur les enjeux des maisons de retraite, sur tous les risques actuels. On a des témoignages de salariés, c'était en Pologne en l'occurrence pour Orpea, qui expliquaient effectivement les conditions dans lesquelles ils travaillaient, ils étaient obligés de travailler aujourd'hui. Et ça, c'était en amont de la publication du livre. Alors, c'est pas totalement anecdotique pour un investisseur d'avoir ce type d'information, parce qu'il peut se retirer d'une entreprise dans laquelle il considère qu'il va être en risque ESG, par exemple. Et c'était le cas d'un certain nombre de nos membres. D'autres ont fait des choix qui étaient de rentrer en dialogue avec Orpea pour essayer de discuter avec eux, pour voir qu'est-ce qui se passait concrètement. Honnêtement, je vous passe les détails, mais il y a eu des réponses assez surréalistes qui ont été données par la direction d'Orpea il y a quelques temps. Mais on en a fait sur Téléperformance aussi, qui était un cas très très particulier, qui était extrêmement intéressant. Et ça, c'est pareil avec sur Carrefour, sur EssilorLuxottica, sur Technip. Et ça, c'était avec des syndicats. Voilà. Donc des syndicats qui viennent nous parler de ce qui se passe dans leur entreprise. Alors ils aiment leur entreprise, il ne s'agit pas de dire du mal, mais de nous donner des éléments de lecture qui nous permettent après, dans la dialogue avec les directions, de poser des questions pour transformer un certain nombre de sujets. Voilà pour faire bref. Merci Grégoire, désolé pour la pression sur le temps, mais le temps tourne et parole à toi Aurore, on est en... je te laisse rebondir peut-être déjà sur ce que tu as pu entendre, parce que l'exercice de synthèse, ça peut être intéressant de t'entendre. Et sinon, il y avait la question qui avait été posée par Sophie Mandelbaum, je crois, sur la CSRD. Sophie qui posait la question de la CSRD et des impacts. Alors, le challenge, Aurore, c'est comment... Toi, quand on cadrait, tu m'expliquais que la CSRD, en fait, c'est concret, c'est opérationnel. Alors, on en fait tout des montagnes, etc. Enfin, tout le monde pleure là-dessus. Et comment, toi, tu peux nous expliquer comment ça peut être un levier et puis globalement rebondir un peu sur ce que tu as pu entendre et comment ça fait écho chez toi. Moi, je pense qu'on a bien entendu les enjeux de la complexité qu'il pouvait y avoir dans ces sujets, et aussi on a beaucoup entendu de témoignages sur l'importance d'avoir un regard de terrain, que ce soit Joël sur Merlin-Gérin, Valérie sur Crédit Agricole, et puis Grégoire, ce que tu disais au niveau du FIR, la façon dont ça vient nourrir aussi les analyses. Et donc, du coup, il y a un enjeu, en fait, à se positionner en tant que CSE dans la complexité de ce sujet. On a entendu les analyses de Bruno qui sont complexes et techniques. C'est pas forcément accessible à tout le monde d'être à ce niveau de précision. Pour autant, si on reboucle un petit peu avec la bonne surprise que vous avez eu au Crédit Agricole de voir la direction vous proposer d'intégrer assez tôt le processus sur la mise en place de la CS3D, ce qui est intéressant en fait en tant que CSE, c'est de comprendre comment le sujet est traité dans l'entreprise et à quel endroit vous pouvez incider en fait. Et pour ça, on va dire que la mise en place du nouveau reporting de durabilité avec la CSRD vous permet de recommencer une étape qui peut être une étape de mise à jour plus ou moins approfondie selon les entreprises, mais qui peut être une étape assez décoiffante pour des entreprises qui n'étaient pas soumises à reporting jusqu'à maintenant, et qui va commencer par une analyse de double matérialité, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir définir quels sont les enjeux sur lesquels, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, sur lesquels elles ont une incidence et qui ont une incidence sur la vie de l'entreprise. Et pour ça, elles sont des parties prenantes. Et un des moments d'interaction qui peut être fort, et d'ailleurs j'ai vu que dans le chat, il y avait des remarques sur ces sujets-là, c'est de demander à être partie prenante dans ce processus pour que, alors vous ne serez qu'une des parties prenantes, mais au moins déjà vous serez cette partie prenante à pouvoir porter les sujets qui comptent pour vous et qui comptent pour les salariés. Et donc de pouvoir peser à ce moment-là, donc au moment de l'analyse des matérialités d'impact et des matérialités financières. Ça, c'est une
première étape. Et donc, c'est intéressant de savoir comment ce processus se met en place dans votre entreprise, comment la direction s'y prépare, qui pilote ça. Est-ce que c'est intégré, en fait, un peu plus à la direction classique, à la chaîne de management classique de l'entreprise, ou est-ce qu'on reste sur un exercice finalement très superficiel de reporting qui va du coup être beaucoup dans le fait de raconter des histoires, comme vous le disiez. Déjà, vous sentirez un peu où se place le curseur. Et là, Grégoire, tu mentionnais ça aussi, le fait qu'on voit quand même que globalement, il y a une montée en compétences, que ce soit au niveau des conseils d'administration, mais aussi au niveau des directions. Et donc, ça veut dire que c'est des sujets qui pouvaient parfois être proches de la communication et qui s'intègrent de plus en plus dans la chaîne de décision classique, donc en lien avec les directions financières, les directions industrielles, les directions générales. Et donc, on va avoir une intégration, en fait, de la lecture qu'il peut y avoir en termes de risques et d'opportunités classiques de la gestion avec des enjeux environnementaux et sociétaux plus larges. Et ça, c'est quand même une évolution importante, et c'est vraiment important qu'à ce moment-là, le CSE soit dans la boucle. Donc, la première chose, j'ai envie de dire, c'est déjà ça, c'est de saisir cette opportunité pour remettre un pied dans la porte sur la façon dont cette analyse est conduite. Et un deuxième temps, c'est vraiment d'aller sur des analyses pratiques. Et donc, ce qui est intéressant, en fait, dans le reporting de durabilité, enfin, le nouveau, c'est qu'il y a une obligation d'aller sur des plans d'action aussi. Et les plans d'action, tout de suite, ça devient concret. C'est-à-dire, comment est-ce que on va atteindre le zéro carbone en 2030 ou en 2050 ? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'investissement, en termes d'évolution des pratiques? Et ça permet, comme le montrait Joël, de pouvoir pointer du doigt des incohérences. Il y a des exemples de syndicats qui sont allés jusqu'à communiquer, en fait, dans la presse, et donc interpeller. Donc les entreprises sont quand même sensibles à leur image, et donc interpeller sur l'incohérence entre des déclarations de politique générale et la réalité de certains process, donc ce qui fait peser sur des décisions. Et puis de permettre aussi d'anticiper, en fait, au niveau des salariés concernés, sur la façon dont les métiers vont évoluer. Est-ce que vous allez pouvoir réinternaliser des compétences ou pas? Est-ce que vous allez avoir des métiers qui risquent de disparaître ou qui vont se transformer, et comment est-ce qu'on anticipe cette transformation? Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre financières ou économiques qui vont être libérées parce qu'on va réduire sa dépendance à certaines énergies chères pour aller du coup financer des besoins d'adaptation nécessaires également pour la santé et la sécurité des salariés? Et ce niveau de questionnement, en général, il n'est pas fait dans les projections stratégiques qui sont proposées au niveau des directions. Et un des enjeux du dialogue social environnemental, c'est justement de réinclure, en fait, la dimension de terrain, c'est-à-dire vraiment de réinclure les enjeux sur les impacts emploi et les conditions de travail dans la réflexion prospective des directions. Voilà un peu pour une synthèse, peut-être sur ces grandes dimensions de prise de participation et de prise d'interaction du CSE avec ces sujets de durabilité. Juste si je peux compléter, parce que je n'y avais pas pensé dans ce qu'on a échangé en amont, mais nous aussi on a un sujet, par exemple, pour nos collègues qui sont en agence au Crédit Agricole, qui est hyper important avec tous ces sujets-là, parce que eux, ils sont, alors on a 67 000 conseillers en agence, ça fait un peu du monde, et ils sont confrontés tous les jours avec des clients qui, accusent les banques, globalement, pas que le Crédit Agricole, mais donc justement de cet aspect greenwashing, et c'est que de la com, et il n'y a pas d'acte concret. Et donc, nous, on a aussi besoin, au travers de tous ces travaux qu'on va faire avec les directions et avec le CSE, de rentrer dans des explications concrètes pour que nos collègues puissent s'en saisir et puissent avoir des éléments pour répondre aux clients qu'ils ont en face d'eux et qui sont parfois très dubitatifs sur les positions de la banque et du Crédit Agricole. Alors, en notre direction, on avait eu un premier espèce de guide pour les collègues qui avait été élaboré en disant au Crédit Agricole, c'est vrai, mais ça qui remonte à 4-5 ans en arrière. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts, il s'est passé beaucoup de choses. Et en fait, là, on a demandé à ce que ce soit actualisé, donc les travaux sont en cours. Et je pense qu'il faudra qu'on revienne sur ce sujet-là maintenant tous les ans, au fur et à mesure de l'avancée de nos travaux, pour pouvoir nourrir aussi cette copie et alimenter de façon très concrète les collègues qui sont sur le terrain, ou même parfois nous qui disons
avec des personnes de nos familles et on peut être aussi mis en difficulté avec des questions et des remarques pas simples à aborder. Voilà. Parfait. Merci de ce rebond, Valérie. Alors oui, on est à 30. Aurore, n'hésite pas. Si Joël j'ai pas vu, mais Joël nous a quitté. Alors, oh là là. En fait, Joël nous a inverti. En fait, il y a une évacuation d'usine. Donc, c'est pour ça qu'on le voit plus à l'écran. Voilà. Donc, ok. Aurore, ou alors je fais un petit mot encore. Alors, on peut prendre encore 5 minutes hein, rapidement. Bruno, si tu veux rebondir rapidement. Joël, ben non. Bruno, par rapport à ce que tu as pu entendre. Non, j'ai noté quand même le sujet sur les moyens, qui est un moment important, parce que effectivement, on peut dire que nous, on nous évoque pour la CSRD que nous bénéficierions au périmètre de la seule commission économie-stratégie, on revient au débat évoqué par Valérie tout à l'heure, qu'on bénéficierait d'une formation qui serait la même que celle qui est dispensée au conseil d'administration. Alors, je suis très inquiet. Je me pose un certain nombre de questions. Non, en fait, je crois que c'est un sujet, il faut d'abord partir de l'esprit. Que veulent-ils montrer et que pouvons-nous faire? Il faut revenir toujours à l'action, ça a été dit, c'est ça qui compte. C'est revenir à l'action et essayer de faire à notre périmètre, d'identifier, les composantes d'usurpation dans le discours, du narratif. Il y a toujours des composantes d'usurpation. Et puis, de souligner les aspects positifs, de les mettre en évidence et de les mettre en exemple. Parce qu'il peut y en avoir dans tous ces fatras de chiffres. Donc, voilà, c'est un petit peu mon point. Vous avez compris que je n'ai pas confiance dans les chiffres, mais s'ils sont maîtrisés et réellement compris, ça va. J'ai répondu à Madame Mandelbaum tout à l'heure, c'est-à-dire que si on veut vraiment mettre en cohérence les chiffres relatifs à la CSRD, à tous ces éléments environnementaux, climatiques, sociaux et gouvernance, il faut toujours les rapporter aux seuls éléments comptables et de création de valeur que l'on a, qui sont eux-mêmes très contestables, mais au moins, c'est une norme, Et si vous changez les périmètres, ça n'a plus aucun sens. Voilà, c'est le point majeur. Et le message est passé, Bruno. Voilà. Le message est passé, c'est clair. Le message d'alerte. Grégoire, un petit mot par rapport à ce que comme j'ai dit, il y avait un petit pas de côté de ce que tu as pu entendre. Peut-être ça peut t'intéresser de t'entendre réagir. Bon, non, j'ai pas vraiment de propos conclusifs. Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Valérie tout à l'heure pour les conseillers et puis le fait qu'on soit tous exposés quand on parle de durabilité à ce procès en greenwashing qui est pas totalement faux parfois. Donc il faut qu'on puisse être armé dans toutes nos professions, je pense, où qu'on soit. Et c'est vrai que je pense que les conseillers dans les établissements financiers, quand ils sont amenés à proposer des produits dits responsables, parfois ils peuvent être pris par des produits qui vont être considérés comme du greenwashing et parfois à juste titre par les épargnants. Donc on a des véritables enjeux d'aligner en fait, d'alignement, donc d'avoir effectivement des périmètres, des chiffres cohérents, qu'on raconte pas de salade. Je pense que le fait qu'on soit un peu authentique dans nos approches, c'est important pour qu'on ne soit pas considéré comme des greenwashers. Et c'est vrai que nous, la finance, on est très très exposé à ce procès. Et encore une fois, qui n'est pas toujours faux. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on balaye aussi devant nos portes. Alors, justement, ça va me permettre de faire un petit mot de conclusion avec toi, Aurore. Quand on cadrait, tu me disais, tu l'as déjà dit, justement, sur le secteur financier, c'est un secteur d'activité où tu me disais que les CSE vous consultent régulièrement. Là, pour le coup, banque, assurance, les CSE vous consultent systématiquement sur la partie environnementale. Enfin, je sais pas, voilà. Écoute, c'est à toi le mot de la fin. Donc, Oui, c'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des maturités différentes en fait selon les secteurs. Je pense que Bruno nous a bien donné à voir la complexité dans le secteur de l'énergie qui veut montrer qu'il se transforme tout en restant quand même sur un cœur de métier qui est aujourd'hui très lucratif. Donc on est en plein dans
difficile transition et dans cette contradiction profonde, il y a d'autres secteurs où, comme Valérie, tu le témoignais, et Grégoire à l'instant, c'est vraiment le secteur financier qui, lui, est en train a pour objectif de pouvoir traiter en fait de nombreuses données aussi issues de ces rapports de durabilité pour pouvoir orienter des financements. Ça veut dire en effet aussi des montées en compétences de l'ensemble des salariés concernés, plus le fait après d'avoir cette réponse aux clients sur les orientations qui sont proposées. Donc, on voit que c'est des secteurs où finalement la déclinaison est peut-être plus visible et concrète. Il y a d'autres filières dans l'énergie, dans les services, dans la partie agroalimentaire où ça se construit aussi de façon complexe. En fait, les réalités sont toujours différentes. Et je pense que ce qui est vraiment important pour les CSE, c'est de pas perdre de vue en fait la façon dont concrètement en fait ça va se traduire dans l'entreprise. Quels vont être les emplois dans la transition écologique, les emplois dans le monde de demain, et du coup, qu'est-ce qu'il faut anticiper au niveau du dialogue social? Parfait, merci beaucoup Aurore. Je partage les derniers résultats du sondage. Donc on est à souhaiteriez-vous être consulté sur le rapport RSE 97%, ça n'a pas changé. La nécessité d'une commission durabilité 90%, ça n'a pas changé. Et on est quand même à 75% qui disent de répondants qui disent qu'on n'a pas l'environnement RSE en CSE. Donc c'est plutôt positif. Je me suis permis de mettre un lien promo vers un sondage qu'on organise dans le cadre d'un cycle Quels élus pour demain qui va se dérouler en novembre. Et je vous invite à répondre à ce sondage. C'est sur le serpent de mer de la reconnaissance, de la valorisation, de l'expérience des mandatés, des élus. La boîte noire que c'est et le gâchis que ça représente et comment on peut là aussi tirer vers le haut et travailler peut-être en meilleure intelligence pour pouvoir éviter que ça soit des boîtes noires et qu'on n'en fasse rien et qu'on le cache, etc. Et c'est un vrai sujet qu'on porte. Donc, merci encore beaucoup à Syndex, Aurore, d'avoir porté ce sujet ce matin. Merci à nos intervenants. Merci à vous. Joël, je le remercierai. Évacuation d'usine, on était dans les conditions du direct. Merci à vous de votre participation dans la salle. J'espère que ça vous a inspiré, nourri. Pour répondre à une question, il y avait sur les ressources. On n'a effectivement pas partagé PowerPoint, mais il y a un certain nombre de ressources que j'ai partagées produites par Syndex. Et ça, vous les retrouverez dans le compte-rendu. Dans le compte-rendu, j'associerai l'ensemble des liens qu'on a diffusés. Vous les retrouverez également dans le compte-rendu qu'on va diffuser. Donc, avec vos contacts des intervenants, s'ils acceptent d'être contactés, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour que ça puisse inspirer, que les gens puissent aller taper à votre porte pour en savoir plus. Merci beaucoup. À bientôt pour un prochain direct de Miroir Social et je vous souhaite une très très bonne journée. Bonne journée à tous. Et à suivre plein d'avis. Au revoir. Bonne journée.